Bonjour. Est-ce que vous m'entendez dans le micro? Oui. Alors bravo à vous déjà de vous être installé en un temps record. Le sujet est chaud, la pièce aussi. Donc je pense que tout va très bien se passer. Mon nom est Simon Chignard, je travaille au sein de la mission Etalab. Je vais vous donner quelques mots rapides sur la mission Etalab. Et si vous êtes venu dans cette salle, c'est pour échanger sur cette question de la responsabilité des algorithmes. Alors, comme promis, quelques mots sur la mission Etalab. Si jamais certains d'entre vous, ça peut arriver, ne connaissent pas la mission Etalab est un des services du Premier ministre au sein de la direction interministérielle du numérique. Et Etalab est notamment connu parce que nous sommes les éditeurs de la plateforme data.gouv.fr, qui est la plateforme ouverte des données publiques françaises. Mais on fait aussi plein de choses. On gère aussi le programme des entrepreneurs d'intérêt général, les EIG. Et puis on a suivi toute une activité autour de la science des données, pour ne pas dire les data science, et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, d'où je vais vous parler de ce point de vue-là de l'acteur public, sachant que le sujet que je veux traiter, c'est effectivement la question de la responsabilité des algorithmes. Et que même si vous ne travaillez pas vous-même dans le secteur public, j'espère que vous y trouverez votre compte, parce que vous verrez qu'il y a quand même je crois, des enjeux qui sont partagés entre secteur public et secteur privé. Alors, pour commencer, je vous propose une rapide revue de presse si on regarde ce qui se dit sur les algorithmes ces dernières semaines. Alors, Le Monde a titré « À Marseille, un algorithme pour, ouvrez les guillemets, anticiper la sécurité ». La Tribune a titré « Intelligence artificielle, Terminator, le retour pour de vrai ». Il faut lire cet article parce que l'article dit exactement le contraire. C'est toutes les joies des titres. LCI et le 20h de TF1 ont titré sur Algorithme, les nouveaux filtres de l'amour. Vous irez voir, c'est en replay, ça ne manque pas d'intérêt. Et le Figaro sur l'insoutenable ennui des algorithmes. Je crois qu'il était question des algorithmes de recommandation en matière culturelle et pourquoi on vous présente toujours la même chose. Donc ça, c'est rien que pour la France, mais si j'ouvre un peu la perspective, l'excellent magazine américain Wired nous dit les algorithmes auraient dû rendre les tribunaux plus justes. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous-entendu, ça ne s'est pas passé comme nous le voulions. El País titrait Una inteligencia artificial responsable. Ce sera mon seul mot en espagnol, je vous garantis. Donc une intelligence artificielle responsable. Le Corriere della Sera se titre aussi sur le comité éthique de l'intelligence artificielle de Google n'a duré que 9 jours. Et enfin, nos amis du Süddeutsche Zeitung ont titré sur Die Blinden Flecken, qui veut dire les angles morts de l'intelligence artificielle. Bref, n'en jetez plus. Si vous êtes un algorithme, vous êtes au centre de toutes les attentions. Et on vous reproche beaucoup de choses. Alors, j'aurais envie de faire de cet atelier, pas simplement un moment où je vous parle, mais un moment où nous échangeons. Donc, allez-y, je suis l'algorithme. Qu'avez-vous à me reprocher? Je suis biaisé. Quoi d'autre? Je suis opaque. Très bien. Quoi d'autre? Allez-y, hein, c'est l'occasion. Je suis buggé. Très bien. Complexe. Je suis limité. C'est ça? Je ne sais pas faire grand-chose? D'accord, je ne sais pas faire grand-chose. Très bien. Je manque d'empathie. Qui a dit ça? Très bien. Par ici, il y avait d'autres points. Oui. Je ne sais pas traiter des cas particuliers, qui est peut-être lié à votre critique aussi, en un sens. Quoi d'autre? Je mets des gens au chômage. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est une critique. D'autres choses? Oh, vous en avez oublié plein. Je suis sexiste, peut-être. Peut-être que je suis raciste aussi, si je suis un algorithme. D'autres choses? J'ai des effets de bord. Très bien. D'autres idées? C'est déjà pas mal, hein? Alors, je suis manipulé. Ah, très bien. Par qui?
Ok, par les concepteurs, par ceux qui les mettent en œuvre et par ceux qui interprètent les résultats. Parlons par tout le monde en fait. Ok. Et je suis manipulé aussi par les données que j'utilise. Très bien. Bah, écoutez, ça nous fait quand même un bel agenda pour cette session. Effectivement, ce que l'on reproche aux algorithmes. Alors, plusieurs choses. Vous avez commencé par les biais, et je ne sais pas si le terme de discrimination a été donné. Mais quand on parle de sexisme ou de racisme, on parle aussi de discrimination. De l'opacité, vous me l'avez cité. De la complexité, oui. Du manque de loyauté, je n'ai pas entendu ce terme, mais c'est aussi un des termes du débat. Le manque d'empathie, qui a été cité au fond de la salle et qui est effectivement un excellent reproche qu'on adresse aux algorithmes sous l'idée peut-être qu'on oppose la froideur mathématique à la chaleur humaine. Et donc ces outils, à défaut de dire mieux pour l'instant, manqueraient d'empathie. Personne ne m'a parlé des boîtes noires. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Donc vous m'avez parlé des boîtes noires. C'est vrai que c'est souvent une figure qui est mobilisée quand on parle des algorithmes. Et puis, alors vous l'avez peut-être dit autrement, moi j'avais noté reproduction des comportements passés. Mais c'était l'idée que, en fait, vous me l'aviez dit aussi, vous êtes un peu limité, vous savez faire qu'une chose, vous ne savez pas gérer des nouveaux cas particuliers. Enfin bon, bref. On voit bien qu'il y a quand même pas mal de choses à reprocher aux algorithmes. Alors, vous auriez pu me dire, bah, ça aurait été sympa d'abord de commencer par tout ce que les algorithmes ont de puissant avant de nous parler de tous les enjeux qu'ils posent et tous les challenges qu'ils vont poser et qu'on va essayer de traiter. Mais assumons ce parti pris de se concentrer un peu sur qu'est-ce qui peut poser problème aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai indiqué avant, la mission Etalab, on est un service public et on est un service du Premier ministre. Donc on s'est intéressé à cette question des algorithmes sous un angle particulier et qui ne couvre pas, et je l'assume, la totalité du sujet, qui est la question de mais à quoi ça sert dans le secteur public? Alors, une petite liste à la Prévert sans prétendre du tout que ça couvre l'ensemble du champ non plus des usages. Le premier usage qui est peut-être le plus classique et c'est celui qui est historiquement aussi l'un des mieux ancrés. On utilise des algorithmes pour faire des calculs. J'en vois déjà certains me dire un algorithme, ça fait toujours des calculs. C'est vrai. Mais au sens, faire un calcul assez simple, comme par exemple calculer une taxe, calculer un impôt. Donc c'est attribuer des droits, calculer des montants selon des règles prédéterminées. Ça, c'est le premier type d'usage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un usage qui apparaît dans les années 50, 60 en France et qui se développe beaucoup en 70 avec l'informatisation des impôts. Et c'est un usage qui est intéressant aussi parce que là, on voit bien que finalement, la machine, elle sert à faire plus vite que l'homme. C'est bon ? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu d'avoir un système à la Direction générale des finances publiques qui calcule votre impôt, qu'on demande aux 110 000 agents de la DGFiP de calculer à la main chacun des impôts des Français. On pourrait le faire. On ne le fait pas. Mais on pourrait le faire. D'accord ? Donc là, la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accélère quelque chose que l'humain pourrait faire. Premier usage. Et puis après, ça date plutôt du début des années 90, 95, on va dire deuxième génération. Alors attention, quand je parle de génération, ce n'est pas sous l'idée que chaque génération chasse l'autre. En fait, c'est des couches successives qui se déposent sur notre sujet. Et donc la deuxième couche, c'est celle des algorithmes où on dit un appariement. Qu'est-ce que c'est qu'un appariement ? C'est mettre ensemble une offre et une demande. Alors attention, j'ai mis des guillemets partout. L'offre et la demande. Qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, ça peut être gérer la mobilité des agents et des enseignants. Dans le secteur public, le ministère de l'Éducation nationale, depuis très longtemps, utilise des systèmes qui permettent de gérer ce qu'on appelle le barème. Vous savez, c'est je suis enseignant d'EPS dans l'académie de Nantes, je veux aller dans l'académie de Paris, de Versailles. Combien il me faut de places, ou inversement, combien il me faut de points pour pouvoir y accéder. Donc là, on est vraiment dans des questions un peu d'appariement. Et c'est dans cette catégorie-là que se situe le fameux Parcoursup. Je préfère en parler avant que vous m'en parliez, mais je sais que vous m'en parlerez quand même. Et c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on trouve l'attribution de places en crèche. Alors pourquoi j'en fais une catégorie, et je vous dis c'est une génération un peu différente, parce que Parcoursup, ça gère 800 000
étudiants par an et de l'ordre de, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois 7 à 9 millions de vœux. D'accord? Donc d'étudiants qui disent, moi je vais aller dans telle filière, telle filière, telle filière, telle filière. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne saurait pas gérer sans machine ce nombre de vœux et ce nombre d'étudiants. D'accord? Vous voyez la petit pas qu'on franchit, qui est que de toute façon, là, soit on fait avec une machine, soit on ne fait pas. Et c'est très, très différent. Et puis la troisième et les quatrièmes, on peut les mettre ensemble, qui correspondent à la troisième génération, c'est quand on a cherché à faire de la prédiction. Et c'est là qu'on voit apparaître des algorithmes qu'on pourrait plutôt qualifier d'apprentissage et de machine learning. Alors, qu'est-ce qu'on sait prédire et qu'est-ce qu'on prédit? On prédit le risque de défaillance d'une entreprise. C'est un système qui s'appelle Signaux Faibles, qui a été déployé et initié avec le soutien d'Etalab et de l'incubateur beta.gouv.fr. On sait identifier des cas potentiels de fraude, la fraude fiscale. La DGFiP a des super outils autour de ça. On sait prédire des cambriolages. Et puis, pourquoi j'ai rajouté une catégorie qui est aider à la décision des administrés? Parce que il ne faut pas imaginer que le secteur public utilise des algorithmes que pour lui. Parfois, il l'utilise pour des tiers. Et ces tiers, ça peut être l'exemple de La Bonne Boîte, qui est un service proposé par Pôle emploi. Et vous irez voir, labonneboîte.pôle-emploi.fr. Et vous rentrez, en gros, deux informations qui sont « Je cherche un métier de boucher, je le cherche dans la ville de Villedieu-les-Poêles ». Et ça vous classe les entreprises qui n'ont pas encore posé d'annonce, mais dont l'algorithme nous dit qu'elles vont embaucher un boucher dans les 6 mois qui viennent. Donc on est déjà dans des systèmes un peu différents de ce qu'on avait vu auparavant. Alors, je pose la question, est-ce que finalement, tout ce qu'on a vu là, j'ai dire aujourd'hui le débat autour des algorithmes, si j'arrête quelqu'un dans la rue et que je lui dis, alors, c'est quoi les enjeux des algorithmes? Déjà, je pense que globalement, je n'aurais pas de réponse. Mais si j'en avais, qu'est-ce qu'il me citerait? Il me parlerait sans doute de Facebook, des fake news, peut-être de l'algorithme de recommandation de YouTube. Éventuellement, il me dirait ah là là, moi j'ai un abonnement Spotify, depuis que mon fils écoute de la musique dessus, l'algo de recommandation fait n'importe quoi. Enfin, ça, c'est du vécu. Il parlerait de ça. Ouais. Et peut-être, c'est vrai, vous avez raison, il nous parlerait de Parcoursup. Mais globalement, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que par rapport à tous ces algorithmes utilisés par le secteur privé, par rapport à celui de Google, enfin, celui de Google, ça ne veut rien dire, par rapport à l'un des milliers d'algorithmes utilisés, déployés dans des services proposés par Google, l'algorithme de tarification dynamique d'Uber, l'algorithme de recommandation de Spotify, l'algorithme de recommandation de YouTube, qu'est-ce qui fait qu'on vous présente une vidéo? Est-ce qu'il y a des spécificités aux algos qu'on utilise dans le secteur public par rapport à ceux qu'on utilise dans le secteur privé? En y réfléchissant un peu, on en a trouvé 3. Et la combinaison de ces 3 a des conséquences majeures. Le premier point, c'est que ces algorithmes publics sont censés opérer au service de l'intérêt général. Ça a l'air d'être une évidence, mais c'est plus complexe. On peut reprocher à l'algorithme de YouTube de favoriser la radicalisation en ligne. Vous savez, il y a des débats autour de ça. Après, vous pouvez difficilement reprocher à YouTube de chercher à optimiser son profit en optimisant la durée de visionnage. Ouais. Ça correspond à une certaine logique. Par contre, on peut poser à l'acteur public la question de dire, est-ce que ton système opère au service de l'intérêt général ou ne fait que traduire des objectifs et des intérêts qui ne sont pas l'intérêt général, mais qui sont des intérêts particuliers? Le deuxième point, c'est que de plus en plus, on utilise des algorithmes pour exécuter la loi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le calcul des impôts, par exemple, il y a des règles. Au Parlement, chaque année, on vote des règles fiscales. Dans le projet de loi de finances, il y a des règles, il y a des modifications. On dit j'attribue une demi-part supplémentaire à un tel ou un tel ou un tel, je retire tel avantage fiscal, je travaille sur telle niche. Et bien tout ça, après, c'est codé. Et donc, ça sert, quelque part, ces algorithmes, ils servent aussi à appliquer le droit. Et puis, le troisième point, il est essentiel. Il est que vous avez parfaitement le droit, si vous n'êtes pas content de l'algorithme de recommandation de YouTube, de ne pas utiliser YouTube, mais d'utiliser Dailymotion. Et si vous n'êtes pas content de Dailymotion, vous avez parfaitement le droit de ne pas aller sur une plateforme de vidéo en ligne. OK ? Si vous voulez accéder à 90% de l'offre d'enseignement supérieur en France,
vous passerez par Parcoursup. Si vous êtes en attente d'une greffe du cœur, vous passerez par l'algorithme qui est déployé par l'Agence de biomédecine. Si vous dites je ne souhaite pas passer sous les fourches codines d'impôts.gouv.fr pour calculer mes impôts, vous allez au-devant d'un certain nombre d'ennuis. Ces algorithmes publics, ils sont souvent incontournables. On ne vous laisse pas le choix. Et cette combinaison-là de l'intérêt général, un outil d'application du droit et du caractère un peu incontournable de ces outils, ça crée un poids, on va dire une responsabilité particulière sur les systèmes qu'on déploie, qui est cette question de rendre des comptes. En français, on dit en bon français, alors j'ai du bon français, du mauvais français et du bon anglais. En bon anglais, on dit accountability. En mauvais français, on dit rendre des comptes, la redevabilité. Et en bon français, on dit reddition de comptes. D'accord ? Je vois à votre tête, on va oublier reddition de comptes, mais c'est comme ça que ça se dit. Donc finalement, et ça, je vais puiser très loin, puisque c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui crée un droit à tout agent de demander compte à tout citoyen, de demander compte à tout agent de son administration. Si ces algorithmes sont utilisés quelque part comme des agents de l'administration, alors il faut qu'ils rendent des comptes aussi. Qu'est-ce que ça vous fait penser, faire rendre des comptes aux algorithmes? La question est très ouverte, mais pouvoir faire appel, transparence, publication, non, rien d'autre? Alors c'est amusant parce que personne se pose, enfin j'imagine que des gens se posent la question dans la salle mais n'osent pas la formuler. Peut-être explicabilité, mais en fait, et c'est qui doit rendre des comptes? C'est les algorithmes. Ah bah oui, peut-être. C'est d'abord ceux qui les ont imaginés, pensés, celui qui a dit il faut un algorithme, celui qui l'a déployé, celui qui l'utilise. Enfin, il y a pas mal de gens qui doivent rendre des comptes. D'accord? Donc on reviendra sur ça parce que c'est vraiment une notion importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire que faire rendre des comptes aux algorithmes? Eh ben, c'est tout un champ qui est ouvert et qui est vraiment un champ sur lequel on essaye de poser des petites pierres petit à petit. Alors j'ai entendu déjà plein de réponses et plein de gros mots comme explicabilité, transparence, on y reviendra. C'est un champ qui est rempli où toute la, j'allais dire, on a beaucoup de relations au niveau international et le débat global sur ce sujet-là, on adore se jeter des concepts à la figure. C'est la transparence, c'est la loyauté, c'est l'explicabilité, c'est la accountability, enfin voilà. Je vais revenir sur tous ces concepts. Mais en fait, pour faire rendre des comptes aux algorithmes, en pratique, on propose 6 choses. Prenez ça un petit peu comme voilà, une petite feuille de route très simple de dire je suis une administration, mais en fait, il n'y a rien qu'interdit aussi à un Uber d'expliquer à ses chauffeurs par exemple, qu'est-ce que le système de tarification dynamique? Vous voyez ce que c'est que le système de tarification dynamique? C'est par exemple pourquoi quand il pleut, les prix font x2. Okay, les chauffeurs Uber, ils ont une motivation forte à aller dans les zones où on leur dit il y a un x2. Et donc peut-être que le chauffeur Uber, il a envie d'avoir les mêmes éléments de réponse que ceux qui sont sur ce transparent. Alors le premier élément, eh ben, il est idiot, mais en fait c'est se signaler, c'est-à-dire indiquer qu'un algorithme est utilisé. Ça paraît tout bête, mais si on ne dit pas à l'usager qu'on utilise un algorithme, il ne risque pas d'aller réclamer des comptes à quelque chose dont il ignore même l'existence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le décrire. Alors, il y a plusieurs manières de décrire, d'expliquer. On y reviendra après. J'ai plein d'exemples à vous montrer. Mais décrire, c'est préciser le fonctionnement général. Voilà, on utilise un algorithme qui utilise ça comme donnée d'entrée, qui fait à peu près tel traitement, et puis qui après cherche à faire, à optimiser telle chose. Je reste très flou à ce stade. On peut lui demander aussi d'expliquer ses effets en expliquant un résultat individuel. Je suis un adulte, j'ai une perte d'autonomie, et vous me dites, vous, administration, que je n'ai pas le droit à l'allocation adulte handicapé. Pourquoi?
Donc là, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez que l'allocation adulte handicapé dépend de ta. Je veux savoir pourquoi moi, je n'y ai pas droit. Quatrième critère, justifié. Ça, c'est l'un des plus compliqués. C'est d'expliquer les objectifs poursuivis et puis aussi d'expliquer pourquoi on a pris un algorithme. Parce que le petit secret caché de la discussion est que souvent, on avait d'autres alternatives. Ouais. Et donc, on a choisi à un moment donné d'utiliser un algorithme. Et peut-être qu'on aurait pu faire autre chose. Rendre accessible, ça peut être de publier le code source, publier des documents explicatifs. Il y a beaucoup de choses. Publier les données, l'apprentissage, ça peut être intéressant aussi. Et puis, permettre la contestation en indiquant des voies de recours. Donc ça, c'est 6 principes qui sont très, très génériques. Je ne veux pas faire de ma présentation un sujet juridique, mais dans la loi, qu'il s'agisse du RGPD ou qu'il s'agisse de la loi pour une république numérique, vous retrouvez tout ou partie de ces 6 principes-là. D'accord ? On pourra y revenir à la fin. Je vous montrerai des outils qu'on a développés qui vous permettent de comprendre quelles sont vos obligations. Alors ça, c'est sur la rédaction de compte. Oui ? Oui ? Ah ! Alors, on en est au slide 10. C'était mon test. J'allais voir. Oui. 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 Alors, très bien. Qui veut répondre? Parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Très bien. Il est comme moi, il ne répond pas à la question, mais il apporte un autre élément qui est intéressant que, d'un côté, non, en fait, ce sujet-là, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Répondons, soyons clairs là-dessus. Il y a plein de définitions qui circulent. Je prends celle que le Conseil d'État et la CNIL réutilisent mutuellement. D'ailleurs, c'est assez amusant. Là. Le Conseil d'État dit c'est la définition de la CNIL dit c'est la définition du Conseil d'État. La seule source que j'ai trouvée, c'est Wikipédia, donc j'imagine qu'aucun des deux ne veut dire que la définition vient de Wikipédia. Donc moi, le troisième, je vais vous dire que ça devient du Conseil d'État et de la CNIL. C'est un algorithme est une suite finie d'étapes ou d'instructions permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Ça marche? Il y a 3 trucs importants. Des choses qui rentrent, des données fournies en entrée, des choses qui sortent, un résultat, et au milieu, une suite finie d'étapes ou d'instructions non ambiguës, ce qu'il y a dans la boîte. Ça répond à ça? Après, il y avait une autre question. Alors, oui. Alors après, il y a 2 choses. C'est là où je rejoins sur ce que disait Joël. Yes. Il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Après, il y a 2 champs du droit qui évoluent en parallèle. Et merci pour la question, même si je suis très prudent, parce que je ne veux pas que vous fassiez d'interférence entre les deux. Il est prévu une obligation de publication des codes sources. OK? Quoi qu'il fasse. J'allais dire quoi qu'il fasse. Qu'ils soient utilisés pour prendre des décisions administratives ou pas, ou machin. Dans le cadre de la loi numérique, s'ils sont produits, reçus, collectés dans le cadre d'une mission de service public, il faut ouvrir le code source. Okay? Et de l'autre côté, mais je vous dis ça, c'est des voisins en fait, mes 2 droits, ils vont ensemble. Mais il faut bien séparer les deux. De l'autre côté, j'ai créé dans la loi un droit à la transparence. Et ce droit, en gros, me donne à la fois un droit à l'explication globale, c'est-à-dire je veux comprendre comment ça fonctionne, et un droit à l'explication individuelle. Je veux comprendre pourquoi dans mon cas, ce résultat a été publié. C'est bon? Donc en gros, toute la partie code source, c'est là. Et la partie qu'il y a dans le Code des relations publiques et des administrations autour de la transparence des algorithmes, c'est les 3 premiers. C'est la mention explicite, l'information générale et l'information individuelle. C'est bon? J'ai volontairement pas complètement répondu à votre question. On y reviendra après. Mais à ce stade, c'est pour vous donner un peu les tenants et les aboutissants. J'avance? Donc ça, c'est la manière dont on rend des comptes en pratique.
Donc ça mobilise plein d'effets techniques, juridiques un peu différents. Dans le droit introduit par la loi pour une république numérique, on s'intéresse à un cas assez précis qui est lorsque des algorithmes servent ou prennent des décisions administratives individuelles. Donc ce n'est pas tous les algorithmes. Hein. Ouais. Par exemple, l'algorithme qu'on utilise dans La Bonne Boîte, là, tout à l'heure dont je vous parlais, qui permet de dire vous cherchez un job de boucher à Villedieu-les-Poêles et qui vous donne des listes d'entreprises, est-ce que ça prend des décisions administratives individuelles? Ben non. En tant qu'utilisateur, vous pouvez dire ben ouais, d'accord, très bien. Enfin, ça ne prend pas une décision administrative individuelle. Donc tous les algorithmes ne prennent pas des décisions administratives individuelles. Mais certains en prennent. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on peut aussi bien avoir des outils qui prennent des décisions tout seuls, des décisions automatisées, ou des outils qui sont des outils d'aide à la décision. Ouais. Une commission d'attribution de places en crèche, j'ai vu aucune ville en France où c'est entièrement automatisé. Il y a des gens qui se mettent autour de la table et qui disent « Ah oui, alors, donc tel enfant, ou tel enfant, ou tel enfant ». Sans doute qu'il y a eu un morceau d'algorithme utilisé pour trier les dossiers avant, pour les prioriser selon les critères de politique publique, mais il y a toujours un humain dans la boucle. C'est bon? Ça nous amène sur l'autre question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces décisions soient plus justes? Ce que j'appelle justice là, c'est ce qu'en anglais on appelle la fairness, c'est-à-dire en gros la question non pas de la justesse, mais de la justice. Mes collègues data scientists, ce qui les intéresse, c'est d'améliorer la performance de leur modèle. C'est de dire, est-ce que mon taux de prédiction, il y passe de 92% à 95%. Ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce qu'il est perçu comme plus juste par les gens qui sont concernés par la prédiction. Et donc, ce que je vous raconte là ne sort pas de nulle part, ça sort de ce papier-là, qui dit qu'une décision, pour être perçue comme juste par les personnes concernées, il faut 4 critères. Le premier critère, donc par exemple, imaginez, vous avez un enfant à Nantes, vous voulez l'inscrire dans une crèche nantaise. Nantaise ou rennaise ou parisienne, ou là où le cœur vous en dit. Le premier critère, c'est est-ce que la procédure est décrite quelque part? C'est là qu'on a un premier élément de transparence. Ça ne suffit pas de décrire la procédure. Mais si je vous dis, ben, OK, merci monsieur, merci d'avoir déposé votre demande, sans doute vous allez me dire, ben, et après il se passe quoi? Qui décide? Comment? J'ai des chances? J'ai pas des chances? C'est la bonne période? C'est pas la bonne période? Ah ben non, vous demandez une place en février, vous savez, les rentrées, c'est septembre ou janvier, c'est pas février. Est-ce que la procédure est décrite? Et le deuxième critère, c'est est-ce qu'elle est comprise? Ouais. C'est là où nous, l'administration, on a souvent pas mal de boulot quand même. Hein. Parce qu'on sait décrire les trucs, après que vous les ayez compris, c'est un enjeu supplémentaire. Donc, est-ce que c'est intelligible? Est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est intelligible? C'est les deux faces de la même médaille. Le troisième point, c'est est-ce que la procédure est appliquée conformément à la description? Par exemple, si vous me dites la commission se réunira, elle sera composée, je prends l'exemple de Nantes, qui est une bonne pratique. Dans la commission d'attribution à Nantes, il y a un élu de la majorité municipale, l'élu de la petite enfance, j'imagine, et il y a un élu de l'opposition. C'est bien ça, ça garantit peut-être, ça apporte un signal que tiens, là, il y a quelque chose qui est fait de manière peut-être impartiale ou qu'il n'y a pas de... C'est plus transparent, quelque part, s'il y a un contrepoids, s'il y a un contre-pouvoir. Mais si je découvre qu'en fait, ça c'est ce qui est expliqué, mais que ça ne se passe jamais comme ça, là c'est un problème de loyauté. C'est ça la loyauté, c'est je fais ce que je dis. Je me posais la question si c'était aussi ce que je dis, ce que je fais, mais je ne suis pas sûr. Non. La loyauté, c'est je fais ce que je dis. Ouais. Et puis le dernier point, c'est la procédure est appliquée de la même manière pour tous. Alors, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'ordre de l'égalité de traitement, et c'est aussi l'une des valeurs du service public. C'est de dire, est-ce que tu m'as dit que c'était comme ça, mais en fait, pour lui, pour cet enfant, tu fais une exception. Tu fais, alors, l'exception, ça peut être un traitement de faveur, ça peut être un passe-droit, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est finalement, tu n'as pas appliqué la même règle pour tout le monde. D'accord? Et donc, c'est ces 4 critères qu'on va chercher à améliorer. Donc, par exemple, dans les démarches qu'on fait, dans les missions qu'on accompagne chez Etalab, il y a, je prends une procédure et j'essaye de regarder comment elle est décrite
transparence, est-ce qu'elle est compréhensible, explicabilité, est-ce qu'elle est loyale et est-ce qu'elle garantit une égalité de traitement. Pas toujours facile à faire, tous ces éléments-là. Pardon? Oui. Oui. Alors, ça, c'est une excellente question que je ramènerai à celle que je vous montrais avant, c'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir des procédures qui sont... Alors, attention, quand je dis juste, c'est perçu comme juste par ceux qui sont concernés. D'accord ? Je peux très bien avoir des décisions qui sont perçues comme justes, mais qui pour autant, au tout début, on pourrait dire, mais pourquoi il y a cette décision? Enfin, vous voyez, c'est pas parce que c'est transparent que c'est bien. C'est quand même mieux quand c'est transparent. Exactement. Oui. Ah, très bon exemple, l'impôt. Savez-vous, par exemple, que en droit français, depuis très longtemps, vous avez le droit d'aller consulter la feuille d'impôt de votre voisin. Vous allez au centre des impôts et vous pouvez consulter la feuille d'impôt de n'importe qui réside sur le même centre des impôts que vous. Pourquoi on a fait ça? C'est vieux, hein? Ça date de l'introduction de l'impôt sur le revenu. Chaque année, il y a des remises en cause de ça. Hein. Bah, simplement parce que le législateur à l'époque a estimé que c'était une condition du consentement à payer l'impôt. C'est-à-dire que je veux bien payer l'impôt, surtout quand on a commencé à l'introduire, si je suis sûr que mon voisin, il paye aussi l'impôt. C'est la même chose. Hein. On retrouve un peu ces mêmes notions-là. Dans toutes ces notions-là, sur toutes ces questions-là, de la décision plus juste ou quoi, il y a un petit focus que je vous propose de garder pour cet atelier, enfin pour finir cet atelier maintenant, c'est la question de l'explicabilité. Pourquoi la question de l'explicabilité? Parce qu'elle est centrale et que c'est quelque chose qui est très très compliqué et pour autant je pense que c'est essentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'explicabilité? J'ai commencé par un petit schéma que j'ai trouvé en ligne. Est-ce que tout le monde comprend? Qu'est-ce qu'il raconte? En gros, à gauche, vous avez un certain nombre de méthodes dont certaines appartiennent plutôt à l'univers du deep learning et du machine learning. D'accord ? Les réseaux neuronaux, et puis ainsi de suite, ou alors les random forest, les decision trees, c'est les arbres de décision et compagnie. Et compagnie. D'accord ? Donc vous avez toute la panoplie de ce que des data scientists mettent en œuvre aujourd'hui. Et puis à côté là, vous avez un schéma qui devrait tous vous faire bondir. Qu'est-ce qu'il dit ce schéma? Alors ça dépend, vous comprenez rien au schéma ou... Eh ouais, c'est que la précision de la prédiction est une fonction inverse de l'explicabilité. Ça marche? Je vais expliquer ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, les techniques les plus performantes sont aussi les moins explicables. C'est un sacré problème. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il faut faire un choix entre qu'est-ce qui est explicable, qu'est-ce qui est performant. Et à un moment donné, il y a un équilibre. Vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est bon? Donc, là où ça devient intéressant, c'est que dans le secteur public, il y a peut-être des fois où... alors, je peux très bien entendre que vous me disiez « Non, mais il faut toujours tout pouvoir expliquer. » Ça se tient. Peut-être il y a des fois où on va dire « Bah ouais, mais pour gagner un peu de performance, je suis prêt à lâcher un peu d'explicabilité. » Ou peut-être, et ça franchement, moi je l'entendrais, c'est un choix politique très fort, de dire bah non, ce qui n'est pas explicable ne doit pas être utilisé pour prendre des décisions administratives individuelles. C'est l'avis du Conseil constitutionnel, en l'occurrence. Oui. Oui. Alors on va y venir, mais vous avez une bonne raison, enfin, très très bonne question, très bon point, parce qu'effectivement, c'est pas parce que j'explique que vous allez comprendre. Là, j'espère que si. Mais en règle générale. Je vous donne juste un exemple d'application de ce problème-là.
Les greffons cardiaques. L'attribution des greffons cardiaques aujourd'hui, c'est géré par l'Agence de biomédecine. Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre de Maëlys de Kerangal qui s'appelle Réparer les vivants, qui décrit en gros très très bien la procédure et comment ça se passe, et tout. Et notamment, c'est utilisé avec un algorithme. Il y a un algorithme de calcul derrière qui, à chaque fois qu'il y a un cœur qui est disponible, reclasse tous les candidats en liste d'attente dans tous les hôpitaux de France. Ça marche ? Et donc, en fonction de la compatibilité du cœur, de la différence d'âge entre le donneur et le receveur, il y a un score qui est fait. Après, on applique un modèle gravitaire. Ça nous vient de Einstein, qui postule que plus un cœur est compatible avec quelqu'un, plus il s'attire mutuellement de loin. Ça marche ? Bon. Ce système fonctionne très bien. Et il est rarement remis en cause et contrairement à d'autres pays européens, il donne plutôt des bons résultats. Et il est parfaitement explicable. Imaginez maintenant, et il y a de mémoire de l'ordre entre 400 ou 500, on va dire 400 greffes cardiaques par an. Imaginez maintenant que je suis un data scientist de génie, ce qui n'est pas mon cas, je vais voir l'agence de biomédecine et je lui dis, écoute, moi je suis capable d'améliorer la performance de son système de matching et de calcul. Et je suis capable de sauver 3 vies supplémentaires. Mais ça, je le fais au prix de l'explicabilité. Alors vous allez me dire, je veux l'argent du beurre et le beurre. Donc en gros, vous allez me dire, gère avec ton premier système pour les 400, et puis les 3 supplémentaires, montre-moi ton super algorithme. Mais le problème, c'est que non, en fait, pour que ça marche, il faut que je le fasse sur les 403. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire à la famille des patients qui n'a pas reçu un cœur ? Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, en fait, je ne sais pas expliquer exactement pourquoi on a attribué ci ou ça. Enfin, vous voyez, c'est un cas extrême. Mais c'est un cas qui montre bien qu'il y a des fois où le choix entre performance et explicabilité, ce n'est pas un choix, en fait. C'est de l'explicabilité, point à la ligne. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire pourquoi c'est compliqué. Après, je vous montre comment on essaye de faire. D'abord, il y a un point qui est assez marrant, qui est que toutes les explications sont contextuelles. Ça, c'est tiré d'un papier, vous irez sur mon compte Twitter, il y a toutes les références de ce truc-là. Je vous en montre un qui est marrant. Pourquoi cette voiture est-elle rouge? 3 réponses possibles, et les 3 réponses sont valables. Parce qu'elle renvoie une lumière dont la longueur d'onde est de 655 nanomètres. Deuxième réponse, parce que quelqu'un l'a peinte en rouge. Troisième réponse, parce que personne ne l'a peint en bleu. Alors vous allez me dire, d'accord, mais ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend du contexte. Peut-être que la première question a été posée par un prof de physique au lycée à l'un de ses étudiants, en regardant par la fenêtre, lui dit, bon, si tu as bien compris ces histoires de longueur d'onde, dis-moi pourquoi cette voiture est rouge. Ouais. Et la réponse serait fausse d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent bien. Parce que ce n'est pas 655. Je crois que c'est un peu plus. Deuxième cas, parce que quelqu'un l'a peinte en rouge. Là, imaginez, je vous emmène dans un autre contexte. Vous êtes un policier en patrouille. Vous cherchez depuis 3 jours un véhicule qui est l'origine d'un délit de fuite. Et puis, vous voyez le véhicule que vous cherchez, le même modèle, la même plaque d'immatriculation, mais par contre, il n'est pas bleu, il est rouge. Donc, vous dites à votre coéquipier, pourquoi cette voiture est-elle rouge? Et il vous répond, parce que quelqu'un l'a peinte en rouge. C'est bon? Troisième cas, parce que personne ne l'a peint en bleu, vous êtes dans une usine de fabrication de voitures, le chef arrive et il dit « Hey, pourquoi elle est rouge ?» Il dit « Ah, zut, en fait, les gars qui font la peinture, personne ne l'a peint en bleu. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, l'explication, elles sont toujours contextuelles. Une bonne explication, c'est toujours contextuel. Ouais. Si moi je réponds à quelqu'un qui m'écrit en me demandant pourquoi j'ai le droit à telle ou telle chose et que je lui réponds parce que tu sais, en France, le Parlement vote des lois et il a voté le projet de loi de finances comme ça, quelque part j'ai raison, enfin je veux dire c'est une réponse valable, mais ce n'est pas une réponse qui va lui parler. Donc, notre problème, c'est que les explications sont toujours contextuelles. Et deviner le contexte de celui qui pose la question, c'est compliqué. Alors, comment on fait? Il y a 5 questions à se poser. Pourquoi? Pour qui? Quoi? Quand? Et comment? Pourquoi expliquer? Il y a plein de raisons de vouloir expliquer quelque chose. Hein.
Ouais. La première raison, c'est parce que vous y êtes obligé par la loi. Pour les acteurs publics, dans le cadre des décisions administratives individuelles, la loi pour une république numérique vous oblige à expliquer un certain nombre de choses. Mais ça peut être aussi parce que vous voulez créer de la confiance. Ouais. Vous êtes un acteur privé, vous développez un algo qui fait quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, votre client il dit bah, ouais, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Peut-être que vous êtes le syndicat des chauffeurs Uber au Royaume-Uni et qu'à un moment donné, vous dites à Uber ouais, ce serait quand même bien que tu nous expliques un peu. Des raisons de pourquoi expliquer, il y en a plein. La deuxième question, c'est pour qui expliquer? Est-ce que vous expliquez que pour l'utilisateur final? C'est déjà bien, mais il y a sans doute beaucoup d'autres personnes qui voudraient avoir l'explication. Ouais. Peut-être que le ministre, il aimerait bien comprendre comment ça fonctionne ce bousin-là. Peut-être que le journaliste, il aimerait bien comprendre comment ça fonctionne ce truc-là. Peut-être que l'association des parents d'élèves, elle aimerait comprendre comment ça fonctionne. Tout cela, c'est des cibles de l'explication et on va devoir travailler des explications qui sont différentes. Le quoi expliquer, c'est est-ce que je vais faire des explications globales du système, comment ça fonctionne, ou des explications locales, individuelles. Je t'explique ton résultat à toi. Je vais vous montrer des exemples après. Le quand expliquer, c'est est-ce que tu veux expliquer en amont du projet? Ouais. Par exemple, vous allez dire, bah, tiens, sur tel problème, on va déployer tel algorithme. Puis à un moment donné, votre boss va peut-être vous demander, tu peux m'expliquer pourquoi ou comment ça marche? Vous allez devoir lui fournir quelque chose. Peut-être pas tout. Peut-être qu'il va falloir trouver les mots pour lui expliquer ce que c'est, sans être trop précis parce qu'il va se perdre, et sans être trop allusif non plus parce qu'à un moment donné, ça va être plus très vrai ce que vous allez raconter. Et puis il y a le comment. Et pour finir, je voudrais vous montrer des exemples de comment aujourd'hui on voit arriver des choses. Volontairement, j'ai pris des exemples dans le secteur public et dans le secteur privé. Alors, premier exemple d'explication globale, c'est celle que vous allez trouver si vous cherchez bien, il faut bien chercher, sur le site de booking.com. Tout le monde connaît Booking? Donc c'est un site qui vous permet de réserver des hôtels, pour faire simple. Et là, il y a une petite page sur le site sur comment ça fonctionne tout ça. Et vous verrez dans le nos préférés, donc le classement par défaut, il est marqué le classement par défaut se présente sous la forme nos préférés. Il se fait via un système de classement entièrement automatique. L'algorithme utilisé prend en compte de multiples critères, incluant non seulement la popularité d'un fournisseur auprès de ses clients, les tarifs appliqués, jusqu'ici vous n'êtes pas surpris, mais aussi l'historique du service client et certaines informations liées aux réservations, ainsi que le pourcentage de commission et le respect des délais de paiement de la commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur booking.com, vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. Vous pouvez payer à l'hôtel. Et que l'hôtel, il est censé reverser sa com à booking.com. Et il a un délai pour le faire. Et s'il traîne pour reverser les sous à booking.com, ça pénalise sa place dans le classement. C'est bon? Est-ce que c'est satisfaisant comme explication? C'est mieux que rien. Est-ce que ça vous paraît satisfaisant, pas satisfaisant? Pourquoi ça ne l'est pas? Pondération. Ah ouais, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, le respect des délais de paiement de la commission, c'est 80% du résultat. Quoi d'autre? Ouais, exactement. Certaines informations liées aux réservations. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas bien ce que c'est que ces certaines informations. D'autres critiques? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est-à-dire, oui, c'est intéressant. Le respect des délais de paiement, ça se trouve, ceux qui respectent sont mal classés et ceux qui payent dans les temps sont bien classés. Pourquoi pas? Non, mais je chicane, mais vous avez raison. Bah, en fait, c'est peut-être exhaustif, mais le truc, c'est qu'en fait, à la fin des fins, je ne sais pas. Et sans doute que Booking.com sait, mais il gardera bien de vous l'expliquer. Ouais, c'est ça des systèmes fermés. C'est un exemple. Mais après, ce n'est pas inintéressant quand même, ça vous informe. Allez, un deuxième. Ça, c'est Homely Days. Vous connaissez Homely Days? Pour les sites de réservation de logements de vacances.
Voilà. Alors, comment les annonces sont-elles classées sur notre site? Les annonces de location sont triées automatiquement à l'aide d'un algorithme tenant compte des critères sélectionnés par le vacancier sur la page de recherche. Les critères pouvant être sélectionnés sont les suivants: le tri standard, les prix croissants, les prix décroissants, l'appréciation les plus élevés, blablabla. Par ailleurs, le paramètre plus de filtres, la sélection d'une fourchette de prix, du nombre de chambres, la sélection d'une confirmation immédiate permettent d'inclure ou d'exclure, OK? Ça s'appelle obfuscation par trop plein d'informations. Stratégie classique. Ça doit arriver que ça se déploie dans le secteur public. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est qu'en fait, il y a sans doute un bon niveau d'explication. Ouais. Ça, c'est pas assez. Ça, peut-être que c'est même pas que c'est trop, mais voilà. Même remarque, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui compte vraiment là-dedans. Et puis on m'en a dit tellement que ça se trouve, j'ai pas compté, mais de mémoire, je crois qu'il y a 35 critères qui sont indiqués. Peut-être que le 34e, en fait, il fait une grande partie du résultat. Ouais. Mes deux exemples là, Booking et Homelidé, c'est des explications globales. Après, j'ai une explication locale, c'est-à-dire individuelle. Est-ce que vous avez vu ça dans votre fil Facebook? Ouais, maintenant, il y a depuis quelques temps. Alors, ce n'est pas déployé pour tous les utilisateurs en France. Mais il y a un petit truc qui vous pouvez cliquer. Pourquoi je vois cette actualité? Faites-le. Enfin, faites-le vraiment. Donc, moi, là, dans mon fil d'actualité, il y avait un post de Antonio Casilli. Vous connaissez Antonio Casilli? Vous devriez connaître Antonio Casilli. Qui travaille notamment sur les digital labor et d'autres sujets très intéressants. Et j'ai cliqué sur pourquoi je vois cette publication. Alors il me dit, bah déjà tu la vois parce que tu es ami avec Antonio. C'est vrai. Deuxièmement, il me dit, cette publication d'Antonio est populaire par rapport à d'autres publications que tu as vues. Cette publication est considérée comme populaire. Pourquoi? Car de nombreuses personnes qui l'ont vue l'ont partagée. 56 l'ont liké, 20 personnes l'ont partagée. Et de plus, dans les gens que tu suis, Hubert Guillot, vous connaissez Hubert Guillot? Vous devriez aussi, c'est celui d'Internet Actu, et Benjamin Tinck, aussi de WeShare, ont interagi avec cette publication. Sous-entendu, en fait, c'est deux gens que tu suis souvent ou avec lesquels tu interagis, et donc, si tu es ami avec eux et qu'ils ont bien aimé quelque chose, c'est que toi, tu vas l'aimer aussi. C'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu mieux. D'accord? C'est ça une explication individuelle. Ça ne m'explique pas pourquoi je ne vois pas tout le reste. C'est vrai. Ouais, très très bonne remarque. Ça me montre, ça me dit pourquoi ça et ça ne me dit pas pourquoi le reste. Alors, j'aurais aussi une autre critique peut-être, mais la critique est vraiment facile parce que si j'avais pu vous trouver 10 exemples dans le secteur public d'explications individuelles, croyez-moi que je vous l'aurais fait. Il y a un autre truc que ça raconte pas et qui serait intéressant de faire, peut-être pas dans ce cas-là, mais c'est en fait, c'est quoi les autres choix? C'est un peu la remarque de Christian. C'est en gros, par exemple, vous allez sur le site d'un assureur automobile en ligne et puis vous rentrez toutes les données qu'il vous demande, quel âge, combien de kilomètres, votre voiture, depuis quand vous avez le permis, blablabla. Il vous donne un tarif. Et en fait, une explication qui serait intéressante, c'est une explication sur laquelle vous pouvez agir. C'est-à-dire de vous dire, ah ben en fait, on vous demande tant, mais si vous aviez 26 ans au lieu de 24, vous paieriez beaucoup moins cher. Vous voyez le truc? Vous allez me dire, bah ouais, mais moi je serais ravi d'avoir 25 ans aussi. Mais malheureusement, c'est derrière moi. Donc il y a des cas où on n'y peut rien. Je prends cet exemple-là parce qu'au Royaume-Uni, il y a une société assez intéressante qui fait des assurances, ça s'appelle Pay as you Fly, pour les pilotes de drones. Donc en gros, à chaque fois que vous faites voler votre drone, vous pouvez souscrire une assurance.
et vous rentrez tout un tas de paramètres sur c'est quoi le type de drone. Alors il vous géolocalise, il dit ok, tu es à tel endroit, et puis il regarde s'il y a du vent, et en fonction de plein de trucs, il te dit tu payes tant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette appli a introduit une fonctionnalité où ça te dit, on te demande 12 pounds pour ton assurance, pour ta journée, pour ton drone, mais sache que si le vent n'était pas aussi fort, on te demanderait que 8 pounds. D'accord? Donc là, on commence à faire des explications qui sont un peu plus actionnables, pour parler pas français. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de vous montrer, et je vais conclure là, pas mal de choses assez différentes, mais toujours avec cette idée que l'explication peut se faire aussi bien au niveau global qu'au niveau local. Je finis avec un exemple qui a été développé par l'une de mes collègues, Marion Paclot, de la mission Etalab, qui est une autre approche d'explication que je trouve assez intéressante aussi, qui est celle du simulateur. Parce qu'un simulateur, donc là, c'est comprenez votre taxe d'habitation, progresser dans la compréhension de votre taxe d'habitation, soyons précis, où vous allez pouvoir rentrer votre revenu fiscal de référence, le nombre de personnes à charge, et peu à peu, vous allez pouvoir reconstruire comme ça votre taxe d'habitation. Et ça va vous permettre de vous dire, si j'avais un enfant de plus, ça c'est un truc actionnable, relativement, est-ce que je paierais moins cher? Ouais. Donc ces outils-là de simulation, ça n'a pas été fait pour ça, mais ça participe d'outils qui visent à rendre les choses un peu plus explicables. Donc il y a quand même des raisons je pense, d'espérer en tout cas qu'on arrive à faire des systèmes algorithmiques qui soient un peu plus responsables. Pour finir, si vous avez envie d'aller plus loin, la mission Etalab publie sur cette adresse-là, etalab.github, qui est un service libre, comme tout le monde le sait, .io/algorithme public. On publie tout un ensemble de ressources. Je vous laisse... Okay. C'est parce que j'allais cliquer, mais si vous prenez une photo, j'attends que vous ayez fini. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Vous allez retrouver les éléments suivants. Vous retrouverez un guide des algorithmes publics qui vous présente à quoi servent les algorithmes publics, quels sont les enjeux, quel est le cadre juridique applicable, que je n'ai pas détaillé ici, puisque tout le monde n'étant pas dans le public, du secteur public, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Vous trouverez un petit quiz qui vous permet de vérifier que vous avez bien compris le cadre juridique. Et puis vous trouverez aussi sur le même site alors là, il va falloir me croire sur parole. Vous retrouverez aussi sur le même site, ça ne marche pas, une liste de ressources. C'est-à-dire qu'on pointe vers une quinzaine d'articles de presse, de rapports officiels, aussi bien en français ou en anglais, sur ces questions-là. Donc si vous avez envie de creuser, vous êtes bien sûr invité à aller sur ces ressources-là. Et puis à nous contacter chez Etalab si vous êtes une administration et vous souhaitez un accompagnement sur ces questions. J'en ai fini, je vous remercie.